discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Kerlando Morette, votre animateur habituel. J'ai avec moi deux invités vraiment géniaux avec qui on va pouvoir discuter un peu du monde du divertissement au Québec, ou même au Canada de manière générale en tant que tel, et comment prendre notre place en tant que communauté dans ce monde en fait. Fait que j'ai aussi avec moi mon co-host aujourd'hui, Anthony de Omnia Space. Hello! Alors les gars, je vais vous laisser vous présenter un peu. On commence par toi, Richard. Bonjour, mon nom est Richard Jean-Baptiste. Je suis producteur indépendant depuis mars 2021. Je suis en production depuis plus de 25 ans et je viens de quitter le monde de la publicité après 15 ans. J'étais associé dans la boîte de publicité Sidley, qui a des bureaux de Montréal et qui a des bureaux à Toronto, Los Angeles. Cette ville, à travers le monde. Un peu partout dans le monde, ouais. Donc, c'est un retour à mes premiers amours. Cinéma. Cinéma et télévision. Jacques? Je suis Jacques Lafortune. Je suis aussi producteur, mais c'est vraiment lui, l'originaire producteur, parce que j'ai une petite histoire à vous conter par la suite. Là. OK, c'est bon, j'ai bien hâte. Producteur, mais depuis, je pourrais dire, cette année, je produis mon émission de télévision qui s'appelle Maman Chef pour TV5, en dessous de le nom Les Productions de JetLab. Et puis, avant ça, c'est ça, je faisais JetLab pendant une dizaine d'années, mais avant ça, j'étais informaticien. J'ai travaillé dans le domaine de l'aérospatial en informatique. Ouais. C'est ça. Cool. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, on s'entend, on est au Québec, on connaît un peu les choses, tu vois. Moi-même, j'ai étudié en cinéma, puis je me suis dit, après les études, j'étais dans une école privée. En fait, dans le fond, ça m'a coûté un bras. Et après mes études, je me suis dit, non, je ne vais pas travailler dans le milieu. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé tant que ça à mettre les pieds puis à même avoir des émissions? Ouais. En fait, moi, je sais pas comment expliquer ça. Je suis quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Jack, c'est mon nom, mais Jack of all trades aussi. C'est ma fonction. Je suis tombé dans ce domaine-là par pure passion. Tu sais, je faisais des films quand j'étais jeune, des films de Kung Fu, puis j'accélérais avec des cassettes VHS. Là, j'utilisais 2 VHS, puis j'accélérais les films, puis je rajoutais avec un tape deck les sound effects que j'ai enregistrés des films Chinese. OK. Fait que je faisais ça quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'ai fait plusieurs films comme ça, puis... c'était vraiment une passion. OK? Puis après, je me suis dit, je suis allé en informatique. J'ai quand même grimpé assez vite en informatique. J'avais 25 ans, j'étais déjà comme un directeur chez Pratt & Whitney Canada. Puis après, I got bored. Tu sais, je me suis dit, c'est comme, il faut absolument que je fasse mon MBA ou que je travaille 15 ans chez Pratt & Whitney si je veux avoir la prochaine augmentation, avoir le next step. Là, je me suis dit, I'm smart enough, parce que j'avais fait plusieurs applications chez Pratt. Let me just start my company. Fait que j'ai décidé de partir mon entreprise. Mais j'avais acheté une caméra. J'ai décidé pour faire des applications, des apps, des softwares, mais je connais pas le marketing. Puis ça coûte cher. Laisse-moi essayer de commencer à faire le marketing. Puis c'est là que j'ai vu Jimmy Lee. Goodness, OK. Puis, Segway, tu peux expliquer c'est qui, Jimmy Lee? On va y revenir. Juste pour répondre à la question que tu as posée à Jack, que je prends à mon tour. Moi, j'ai fait des études en cinéma à l'Université de Montréal et en communication. Donc, l'intention, dès le départ, c'était de faire carrière dans le milieu du cinéma et de la télévision. Je voulais devenir réalisateur. J'étais convaincu que j'étais le prochain Spike Lee. Rien de moins. J'étais en association avec quelqu'un. J'ai une boîte de production al dente qui a duré à peu près une dizaine d'années. Et je me suis rendu compte en préparant mes projets que j'écrivais le scénario, puis je faisais aussi les budgets parce que j'étais comme Jack of all trades dans ma boîte de prod. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de plaisir à faire des budgets qu'à écrire des scénarios. Je me suis rendu compte très tôt que
j'avais beaucoup plus le profil de producteur que de scénariste ou de réalisateur. Et c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Donc, je produisais courts-métrages, documentaires, des choses comme ça. Et le hasard de la vie a fait que après une dizaine d'années, je me sentais plus capable de continuer à mener seul la barque de ma boîte de prod, donc je l'ai fermée. Et ça a été, on pourra en revenir là, plus tard, mais ça a été mon plus gros risque dans ma carrière, où j'ai vraiment dit, je ne croyais plus dans plusieurs éléments, soit une partie de l'industrie, ma compagnie ou son avenir, etc. Et j'ai décidé de la fermer en subissant les conséquences financières qui vont avec. Mais il y a une chose dans laquelle je croyais, c'était moi. Donc, je me suis dit, all-in sur moi. That's it. Je ne suis pas client à Montréal. Ouais, c'est ça, I'll prevail somehow. Et un an plus tard, à moins d'un an, je me suis retrouvé à travailler comme pigiste pour une agence de publicité qui s'appelait Diesel Marketing, qui est devenue par la suite Sidley. Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. Et je travaillais comme producteur pigiste et ça a été une espèce de coup de foudre entre Sidley et moi. Mais je me suis rendu compte aussi, à travers ce processus de fermer sa propre boîte puis un peu faire cette marché du désert, là, que c'est resté jusqu'à ce jour. Je suis trois choses. Je suis un producteur. Puis Jack, je pense que tu es aussi comme moi, je suis aussi un entrepreneur. Right? Et je suis un gestionnaire. Parce que ça prend une capacité de gestion quand on veut être producteur d'une bande de prod, right? Et avec Sidley, je pouvais déployer ces trois sphères qui m'ont toujours bien servi. Et c'est là qu'on a parti, à l'époque, j'ai parti la boîte de production de Jiminy avec Sidley. Donc, je suis passé de pigiste à associé, ce qui était... Un gros leap. Là. Never seen before. Ça a pris combien de temps? En l'espace d'un an et demi, 2 ans. En fait, en l'espace d'un an et demi. J'ai été pigiste pour Sidley pendant presque un an et demi. Ils m'ont fait des offres d'emploi que j'ai refusées. Oui. Moi, j'étais producteur freelance pour... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais... non, mon Dieu. Je suis beaucoup plus vieux que ça, mon ami. Mon Dieu, j'avais... N'oublie pas, il y avait déjà son entreprise. Il était déjà 10 ans. 39, ouais. OK. 38, dans ces eaux-là. Okay. Et... peut-être un petit peu plus jeune. Et, mais c'est intéressant parce que je recevais des offres d'emploi que je refusais très poliment, mais les gens de Sidley étaient comme... What's your problem? Tu travailles souvent avec nous, presque tout le temps avec nous, mais tu n'acceptes pas nos offres d'emploi. Puis à chaque fois, le montant augmentait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu étais pigiste, puis là, ils t'offraient... Un job à temps plein. Juste avant que tu partes ta propre boîte de... En fait, quand j'étais pigiste chez Sidley, j'avais pas de boîte de prod. OK. J'étais comme on my own, j'étais producteur, je venais de fermer ma propre boîte de prod à Al Dente. Et on me disait, ben, tu sais, clairement, il y a un fit. You like us, we like you. Viens travailler avec nous à temps plein. Mais Jean-François Bouchard, qui est le CEO fondateur, l'ancien CEO fondateur de Sidley, on est allé souper un soir ensemble, puis il m'a dit, mais c'est quoi ton problème? Je dis, tu peux pas dire que tu n'as pas de fun avec nous. Puis on te propose une job à temps plein, puis c'est quoi ton... What's wrong with you? Puis j'ai dit, ben, moi, si tu veux m'insécuriser, offre-moi une job. J'ai l'impression que tu vas m'étouffer. Mais offre-moi une opportunité d'affaires. Ça, c'est autre chose. Il dit, OK, bon, ben, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Je dis, ben, moi, si Magic One, si j'avais une baguette magique, parce que c'était sous le temps sa maxime, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je dis, ben, je partirais une boîte de production intégrée à une agence de pub. Ça s'est jamais fait. En Amérique du Nord et dans le monde, ça s'était jamais vraiment vu. C'était pas mal les premiers. Et, au Canada, on était les premiers. En Amérique du Nord, on était peut-être les deuxièmes. Je pense qu'il y a Grey qui avait parti quelque chose comme ça, qui est une autre grosse agence. Et puis c'est comme ça que Jiminy a vu le jour. Puis c'est comme ça que je suis devenu de pigiste à associé. Fait que c'était comme un fast track. C'était assez drôle. Fait que moi, j'ai vu ça. Je comprends ton enthousiasme. C'est ça. J'ai vu ça quelques années avant, puis j'ai dit... Parce que j'aimais le produit, là, parce que j'aimais ce que Sidley faisait, mais j'étais comme...
what's Jimmy Lee? It looks the same. C'était presque le même logo. Tu sais. Puis moi, j'étais au moment où est-ce que je faisais mon branding. J'étais comme, OK, comment je vais appeler ça? Tu sais, je ne voulais pas appeler ça mon nom. No offense. Correct. Parce que c'était comme, si un jour je le vends, tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va arriver? Fait que j'ai pensé à quelque chose qui était clever. Puis quand tu regardes JedLab, ben il y a autant de syllabes, autant de lettres avec le même nombre d'espaces que Sidley. Oh! Tu comprends ce que je veux dire? Je vois le lien là. Il y a un D, il y a un Ouais, L, ouais, le E, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je me suis dit, j'étais vraiment inspiré par Jimmy Lee. J'ai vu les qualités de production. Je pense qu'il faisait des pubs pour, c'est-tu McDonald's ou... Bon, on faisait des pubs. On n'a jamais touché à McDo, mais... il y avait des pubs comme ça. On avait Adidas, entre ouais, autres, c'est ça. longtemps. Adidas. MGM, C'est Vegas, ça. Cirque du Soleil. Puis moi, j'aspirais à ça. J'étais comme, OK, ça, c'est la qualité que moi, je veux offrir, mais comme accessible à tout le monde, parce que j'avais aucune idée c'était quoi les prix qu'eux chargeaient là, pour ces grosses compagnies. Trouver les prix, c'est difficile. Hein? Mais j'avais des idées de faire des produits, puis là, j'étais comme, je veux cette qualité-là, mais dans le fond, je veux l'apprendre. Comment faire cette production-là? Puis j'ai aucune base, à part mes films Chinese, de cinéma, là, tu comprends ce que je veux dire? Je suis juste un informaticien. Bon, on pourrait dire autodidacte, mais je connaissais ma lumière. Fait que j'étais photographe aussi, parce que j'avais commencé à faire de la photographie de mariage. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme ça dans le temps, mais je me suis dit, je vais prendre mes techniques que j'ai appris. J'ai appris encore plus sur la lumière, parce que c'est ça qui est le plus important ici. Là. C'est en cinéma, c'est la lumière puis l'audio. Les caméras, ça change à chaque année. Mais c'est ça que je me suis dit. Puis j'étais vraiment chanceux d'aller chercher des gros contrats dès le début. Comme, un de mes premiers clients, c'était Stikeman Elliott. Je ne sais pas si vous connaissez. Aucune idée, c'est quoi? C'est une des plus grandes firmes d'avocats comme au Canada qui font du merger acquisition. C'est comme, ils étaient responsables de faire le IPO en partie de Shopify. Ouais. Fait que, il y a des... Small shop. Non, c'est ça. C'est pas la petite boîte. Fait que, ça, c'était un de mes clients. Après, j'ai eu les Canadiens de Montréal, j'ai eu Scores. Fait que j'ai commencé à rentrer un peu dans les pattes des agences. Fait que j'étais comme une boîte de production qui faisait un petit peu de travail d'agence, mais pas nécessairement. Je pense que la première fois que je t'ai rencontré, j'étais chez Cossette, dans un 5 à 7. Exactement. Puis moi, je faisais de l'espionnage industriel. Ouais. là, il avoue quelque chose. Ben, je voulais savoir comment ça fonctionnait chez Cossette. Parce qu'ils avaient Cossette Labs. Cossette Labs, c'est un petit peu comme Jimmy Lee. C'est vrai. Dans le fond, mais ils ont fait ça plusieurs années après. Fait que toutes les agences ont décidé de commencer à faire, quand l'Internet est devenu Internet avec les médias sociaux, ils ont dit on va tout faire à l'interne à la place d'engager des pigistes par-ci, par-là, parce qu'ils voulaient avoir le contrôle. Puis parce qu'il y avait dans le fond, il y avait des plus gros budgets. Il y avait moins de budget qui était alloué à la télé, puis plus dans les Google Ads, dans les Facebook Ads, ces choses-là. Fait que les compagnies, ils comprenaient ça maintenant, là, les agences. Puis pour survivre, ils n'avaient pas le choix de faire leur propre boîte de production. Fait que toi, tu étais avant-gardiste dans ton approche. Puis c'est ça que je voulais faire, mais éventuellement, tu sais, ça n'a jamais marché le fit avec moi et les agences en termes de... Est-ce que c'était possible que JedLab soit un sous-traitant? Ça n'a jamais marché. C'est comme je me suis rencontré que c'était comme une industrie qui était très, très, très fermée. Puis, tu ne pouvais pas vraiment rentrer dedans. Parce que des fois, c'était bizarre parce que, je donne un exemple. Mettons, Scores, ils avaient leur agence. Je ne sais pas c'était quelle agence, mais imagine que c'est une grosse agence comme LG2 ou ainsi de suite. Moi, je donnais du contenu qui était similaire à ce que les grosses boîtes faisaient. Puis, mais mes prix étaient comme 1/10 de ce qu'ils chargeaient parce que les autres, ils chargeaient le creative. Ils vont charger comme de la documentation à en plus finir, des stratégies. Puis moi, je n'offrais pas de stratégie. Je faisais juste l'exécution du contrat. Fait qu'ils venaient me voir, mais ils étaient comme, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, même si je donnais la même qualité parce qu'ils avaient déjà un mandat. Exactement. Ouais. Fait que toutes les compagnies comme McDonald's, ils ont déjà leur agence, puis ça ne va pas changer parce qu'ils signent des contrats annuels. Puis la plupart du temps, ils en ont 2, 3, agences différentes. Ça dépend un peu de la relation. Là. Il y a ce qu'on appelle le Agency of Record, là, le AOR, où à ce moment-là, l'agence va prendre tout ce qui est mandat publicitaire, marketing. Souvent, il va y avoir une agence en parallèle pour tout ce qui est PR. Et des fois, le compte est tellement gros que ça va être, OK, vous allez être notre Agency of Record pour tout ce qui est digital, Agency of Record pour tout ce qui est, par exemple, télévision, puis etc. Okay, ça dépend. Anthony, tu as créé Omnia Space, right? Yes. Puis ça fait quoi? Quelques temps que c'est ouvert maintenant. Puis qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, écoute, je vais mettre mon pied à terre, j'ai créé mon espace de
d'enregistrement de podcasts. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené là au juste? Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, je suis un peu dans l'ère du digital. Je crée énormément de contenu. Donc, l'année dernière, juste en 2020, j'ai dépensé énormément dans la création de vidéos. Puis un jour, je me suis regardé, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas dépenser autant pour tout le temps créer du contenu à chaque fois. So, je me suis dit qu'il fallait que je puisse créer comme mon univers, où je puisse avoir justement un endroit pour créer du contenu, faire des podcasts, faire des vidéos. Donc, je suis parti sur cette idée-là. Mais après, quand j'ai commencé à développer le concept, je me suis dit, au lieu de juste le garder pour moi, je devrais aussi le partager aux autres. Donc, c'est comme ça qu'est né l'Omnia Space ensuite. Donc, avoir la possibilité de créer du contenu, que ce soit vidéo, audio, photo, à un niveau assez... Ben, je trouve ça génial qu'est-ce que tu as fait. C'est vraiment trendy, les choix des couleurs. Je ne sais pas si c'est qui a choisi ça, mais tu es allé chercher quelque chose de moderne, de chaleureux. Puis j'aime ça voir ça aussi dans la communauté. C'est une belle initiative, Calando, de faire ce podcast-là. Puis aussi ton espace. C'est un espace qui inspire pour les créatifs. Ben, quand j'ai vu le studio, je me suis dit, Black Ink, c'est ça qu'on veut en tant que tel. C'est ça l'image aussi qu'on souhaite dégager. Puis avec Anthony, on en a parlé par rapport aux caméras et tout ça. Puis j'ai vu qu'on avait les mêmes ambitions par rapport aux qualités et tout ça. Fait qu'entre autres, je pense Black Ink, on tourne ici, entre autres pour ça. Puis c'est ça, quoi. Mais en fait, j'aimerais vous poser une question par rapport... parce que vous êtes tous des entrepreneurs. Vous créez dans le milieu en tant que tel directement. Mais pour celui ou celle qui veut travailler dans le milieu, avant même de devenir un entrepreneur ou un indépendant, vous le conseillez quoi? Tu sais, le jeune noir qui se voit déjà pas à la télévision, qui n'est pas représenté, mais vous le conseillez quoi au juste? Moi, je vais juste commencer parce que c'est en train de se passer maintenant. Le fait que je suis actuellement à Trébasse en train d'étudier justement le cinéma, il y a des portes qui se sont ouvertes à moi. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des étudiants. Donc, des fois, si je veux créer du contenu, je peux utiliser mes étudiants. Mais les relations que tu as aussi avec les professeurs. La plupart des professeurs ont des grosses connexions. Puis là, ça fait même pas quelques mois, j'ai déjà un prof qui m'a connecté avec une maison de prod, avec qui ont des diffuseurs. C'est des liens directs. Puis je pense que si je serais pas allé à l'école, j'aurais pas ces connexions-là. Je suis d'accord. Éducation. Donc, je pense que déjà, le fait d'être dans un réseau puis du cinéma avec l'école, ça te connecte avec les bonnes personnes, c'est déjà une aide en plus. Fait que dans le fond, on pourrait dire que beaucoup de maintenant... diversité à Tréban, je suis curieux. Franchement, je dirais que dans ma classe, pas trop, mais je regarde un peu en général. Je vois, mais c'est vrai que non, il n'y a pas cette diversité. C'est vrai que je me posais la question. J'ai l'impression que dans la communauté, peut-être on ne peut pas aller... Je ne sais pas si c'est à cause du prix ou c'est parce que c'est moins intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de diversité que ça. Mais moi, je pense que l'école, c'est super important. Mais avant, il faut que tu développes une passion pour ça. Tu sais. Toi, tu as tout fait ça avant d'aller à l'école. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Tu as investi. Toi, C'est un risque. Ouais, c'est un gros risque que tu as pris. Puis je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils prennent avant. C'est se sauter dans l'aventure, prendre un risque, puis dire comme moi, j'ai pas parti ma compagnie, puis après j'ai acheté des caméras. J'ai acheté la caméra, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? C'est vrai. Tu comprends? C'est tellement vrai. Puis... je fais des films depuis longtemps. J'étudie en informatique. Je change de domaine. Là. Je vais dans un domaine avant, je faisais des très bons salaires. Là, je décide de faire 2 fois moins que ce que je faisais du jour au lendemain. Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois? Exactement pareil, parce que moi aussi, je développe des applications mobiles. Exact. Puis là, je suis parti directement dans les caméras. C'est la même chose. Ouais. Puis le prof, quand il me voit, je lui dis, mais attends, j'ai une caméra Blackmagic, une Red. Puis je lui dis, mais je sais pas encore l'utiliser, je suis venu pour étudier. Il me prend pour un fou. Désolé, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais je pense aussi, c'est ça, les entrepreneurs, la on passion, saute puis on crée notre parachute. Parce quoi. que, comme moi, tu vois, l'émission de télé, ça a pris 3 ans avant qu'un diffuseur le prenne. Mais, toi, j'avais fait mon pilote. Puis, dans le fond, j'avais jamais pris aucun cours de producteur. Mais après, l'année dernière, j'ai pris un cours à l'INIS, à distance, pour savoir comment, justement, là, jouer avec des fichiers Excel, aller chercher des crédits. Elle devient bon en budget, quoi. Exact. Fait que faire toute la budgétisation pour faire 10 épisodes. Fait que, mais j'avais déjà fait mon pilote il y a 3 ans. Tu comprends? Autofinancé. Fait que si t'as pas investi dans toi-même ou dans ton truc, si tu n'as pas mis un 5 000 ou un 10 000 $ dans ton développement personnel, dans ton projet, l'école, ça va te servir à rien. Rien du tout. Puis des fois, je suis là, je me pose la question, mais
qu'est-ce que je fais là? Des fois, je me pose la question parce que quand je vois, en fait, les personnes qui sont là, eux rêvent de devenir réalisateurs, producteurs, etc. Mais quand je vois, par exemple, moi, tout ce que j'ai fait, puis je vois qu'ils démarrent, je me dis, mais leur processus va être long. Ouais, c'est ça. C'est juste, tu te dis, mais... Alors que moi, j'ai déjà... Même le prof ne comprend pas. J'ai plus d'équipement que... C'est ça. Mais c'est parce que j'étais pas aussi obligé d'aller étudier. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit que pour apprendre un minimum, parce que, la base. comme tu as dit, pour tout ce qui est production, les budgets, etc., moi, j'apprends le maximum sur le lighting, sur les caméras. Ça m'a déjà aidé beaucoup. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de comprendre comment le système fonctionne en tant que producteur. Puis après... tu es un entrepreneur. Fait que quand tu vas engager des gens aussi, tu vas savoir quoi leur dire, comment leur parler, comment ajuster tel truc. Fait que l'école, c'est important pour ça. Mais quand tu arrives à un certain niveau, c'est pas l'école, c'est le réseautage que tu vas faire à haut niveau. Comme ça, je donne un exemple. Tu vas à Cannes, quand tu fais des productions. Ben, ça, c'est comme l'école quand tu arrives à un autre niveau. Quand tu vas à Cannes, tu fais du networking avec d'autres producteurs, d'autres gens, tu vas dans des awards. Des fois, ça coûte de l'argent là, pour aller là, mais c'est le même montant d'argent que tu aurais mis dans l'école. 100%. Fait qu'il faut continuer à trouver d'autres réseaux pour augmenter tes connaissances. Je pense que toi, tu connais vraiment plus. Oui, non, mais je suis 100% d'accord. En fait, j'apportais juste, pas une nuance, mais quelqu'un qui veut rentrer dans cette industrie, la première question qu'il doit se poser, on a tous un point commun, les trois, c'est qu'on est entrepreneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut devenir entrepreneur. Et ce n'est pas tout le monde. Et l'industrie n'a pas besoin que d'entrepreneurs. Hein? L'industrie du divertissement. Là. Puis, around the world. L'industrie sans rien nous enlever, a plus besoin d'artistes que d'entrepreneurs. Parce que une bonne idée peut tellement aller loin, mais même si l'entrepreneur derrière n'est pas particulièrement bon, une bonne idée, souvent, là, ça transcende beaucoup d'obstacles. Donc, la première question que la personne doit se poser, c'est est-ce que moi, je veux devenir propriétaire d'une boîte de production, par exemple, ou je veux devenir le prochain Spike Lee. Excusez, c'est ma génération, c'est pas grave. Mais aussi. Et à partir de là, tout ce qui a été dit, là, c'est tellement vrai. Pour moi, là, quelqu'un qui veut se lancer, soit comme entrepreneur, je veux avoir ma propre boîte, ou encore, je veux devenir un des plus grands directeurs photo, et je veux en vivre de ça, cette personne doit s'éduquer. La formation, c'est la base. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans ton cheminement de carrière, que ce soit au début ou plus tard, tu te retrouves devant quelqu'un de l'autre côté de la table qui, lui, a fait ses études. Et lui est éduqué. Et très rapidement, la dernière chose que tu veux avoir l'air, particulièrement quand tu ne fais pas partie de la majorité blanche, c'est celui qui n'a pas l'éducation. Right? On est d'accord là-dessus. Hein? Donc, et ça, là, pour moi, puis je suis content de t'entendre dire que l'éducation t'a permis le réseautage. Puis oui, sans réseau, ça n'arrive pas. Non. Tu peux être très bon, tu peux faire la 7e merveille du monde dans ton sous-sol, mais si tu n'as pas de réseau, il n'y a personne qui va te donner une chance, te faire rencontrer quelqu'un, etc. Et moi, ça a été par mes réseaux, et encore aujourd'hui, et encore demain, je dois entretenir ces réseaux pour aller next level. Mais c'est cette petite nuance qui est importante à se poser. Mais l'éducation, le réseautage et oser. Oser faire des choses, Oser. Absolument. C'est ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Éducation, réseau, tout ça, sérieusement. Moi, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis au Québec, puis je me sens toujours pas représenté à la télé. Et c'est pas qu'il n'y ait pas de personnes de nos communautés qui travaillent dans ces milieux-là. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, c'était bien avant mon arrivée, c'était déjà le cas. Qu'est-ce qui fait dans vos générations surtout, vous n'avez pas réussi à vous imposer puis à avoir des contenus comme tels qui fait que ces genres d'erreurs que, admettons, qu'il y a eu par rapport à la publicité du gouvernement du Québec qui est sortie là dernièrement, que ces erreurs ne se répètent pas en fait. Je veux dire, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour avoir une meilleure représentativité dans le milieu en fait, soit du cinéma, théâtre ou autre en fait. Ça, c'est une grosse question. Parce que c'est ça, parce que... non, parce que c'est ça, parce que
Je vais essayer qu'on d'y ait, répondre, qu'on ait le mais- réseau ou pas. Je Ouais. sais que dans le temps, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Mm. C'est ça, je l'avoue. Moi, j'ai étudié il y a quoi? J'ai terminé en 2014. Mm. Puis j'ai compris tout de suite que non, Mm. je vais pas là. Si je vais là, je sens que je vais devoir Mm. devenir quelqu'un d'autre pour faire ce que j'aime faire. Ouais. Et j'ai pas voulu le faire. Tu sais, quand on parle de réseau, là, puis on Mhm. va juste prendre 30 secondes là-dessus, Oui. ça dépend de la qualité du réseau. Mhm. Moi, je connais du monde qui connaissent beaucoup de monde. Oui. Mais leur carrière avance jamais. Mhm. Et quand je commence à creuser et tout, ouais, je connais un tel. OK. Ces gens que tu connais si bien et que tu entretiens des relations, est-ce qu'ils ont un pouvoir décisionnel? Ouais. Voilà. Ça, c'est toute la différence. Toute la différence. Elle est là. Donc, la qualité du réseau, tu sais, connaître un professeur, c'est bien. Mais ce professeur-là connaît quelqu'un qui prend la décision, oui, ce show va en ondes, Ouais. ou ce show, je lui donne du financement, ou etc. Et c'est ces gens-là qui doivent faire partie aussi du réseau. Et ça, c'est pas simple. Ça prend beaucoup de temps, etc. Maintenant, ça, c'est juste par rapport au réseau. Pour ta question, là, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas plus Ah, c'est ça. rapidement Ouais. au niveau de la diversité à l'écran ou derrière l'écran? Moi, je siège sur le conseil d'administration du Black Screen Office of Canada pour échanger avec des producteurs black anglais. Donc, l'Ontario, East Coast, West Coast, etc. Et je me rends compte, et c'est récent, là, c'est depuis janvier à peu près 2021 que je siège sur ce conseil d'administration, je me rends compte à quel point au Québec, c'est pas scientifique, là, ce que je vais dire, mais selon moi, je considère qu'on est 15 ans en arrière du reste du Canada par rapport à la diversité au niveau des producteurs black. Du reste du Canada? Du reste du Pas Canada. des États-Unis, parce que le Canada... Ben, les États-Unis, c'est encore c'est 200 ans de retard, quoi. Fait que, et ça, c'est huge. Bon, il y en a qui vont argumenter, c'est plus 10 ans, etc., mais whatever. Une décennie. Ouais, OK. complet. Mais pourquoi? Et c'est là où, là, je marche sur de la glace très mince. Le Québec a eu son écosystème pendant plusieurs années, a toujours son écosystème. On a entendu parler du système de vedettariat, le star system Star québécois, system, ouais. qui fait que ça s'alimente très, 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 très bien. Mais à un moment donné, il y a aussi ce besoin, selon moi, de voir un petit peu plus à l'extérieur et de voir si les produits qu'on fait, et on commence à le voir, peuvent non seulement intéresser le public québécois, mais aussi Être exporté. Hein. être exporté et exportable à l'international. Puis il y a eu quelques succès québécois très, je dirais, très blancs, Très qui cliché, s'exportent là. Ouais, très ouais. bien. Hein, un gars, une fille ou des choses comme ça, puis c'est Ouais. parfait. Mais l'appétit à l'international commence à changer. Ouais. Et ça, c'est merci streamers, là, merci Netflix et Amazon, et etc., parce qu'ils ont été capables de démontrer qu'un public argentin Ou peut coréen. devenir des fans finis d'une série tournée en russe. Ouais. Right? Et ça, les producteurs, les entrepreneurs commencent à voir ça et se dire OK. Donc, si mon contenu est trop, comment dire, s'il ressemble trop à ce que moi, aux États-Unis, je pourrais voir, ou s'il ressemble trop à ce que moi, en France, je pourrais voir, ben, j'aurais pas d'intérêt comme public. Par contre, si tu me présentes des blacks dans une série québécoise avec un accent comme j'ai en ce moment, combiné avec des accents plus exotiques pour certains, ben, comme Français, je peux être désarçonné, voire intéressé par la série. Et tout à coup, ma série vient de connaître un gros succès en France. Tu sais. Donc, il y a cette réflexion qui commence à y avoir. Mais c'est quand même dommage ça, que ça commence maintenant. C'était tellement une évidence. C'est parce que le système s'auto-alimentait. Il n'y avait pas de besoin jusqu'à maintenant. Et je vais même aller plus loin. Moi, je parle avec certains amis sur la côte ouest là, de mon passage à l'époque chez Sidley, qui sont chez des streamers et tout, puis qui me disent de plus en plus, tu sais, Richard, quand les streamers s'assoient, puis de l'autre côté de la table, ils ont un producteur international qui leur pitch un projet, de plus en plus, ils vont poser la question « Love the idea ».
Mais sur votre conseil d'administration, qui siège? Hmm. Est-ce que votre conseil d'administration, donc ceux qui décident, représente notre public? Ouais. Et là, Ça change tout. Là. Là- C'est le niveau décisionnel le plus élevé dans n'importe quelle Ça, entreprise ou voilà. organisation, en fait. Ça, c'est fou parce que, pareil, moi, avant, au Québec, ici, dans tout ce qui est start-up, applications, etc., il y a un moment donné, quand justement j'ai sorti l'application pour la musique afro-caribéenne Moko, j'allais faire beaucoup de pitch, etc. Puis à chaque fois, les gens étaient intéressés, ils me le disaient, oh, c'est une super application. Mais quand ça arrivait au moment de financer, plus personne était là. Ouais, c'est ça. Puis il y a des moments où j'étais vraiment triste, puis j'étais vraiment fâché. Puis un jour, mon beau-frère m'a dit, mais Anthony, pourquoi tu te fâches? Est-ce que tu t'es posé la question si dans les décisionnels, là, leur conseil d'administration, s'il y avait quelqu'un qui comprenait ton marché ou il y avait quelqu'un qui était de ta communauté? C'est là quand j'ai compris que non, je me suis dit, mais c'est ça le problème. C'est ça. Comment tu veux que les personnes financent s'ils ne comprennent même pas ton marché? Pas. Non, c'est ça. Exact. Puis je pense que dans le cinéma, c'est le même Ben, problème. c'est la même chose. Puis c'est sûr que malheureusement, en fait, il y a un côté positif et un côté plus ou moins positif. Côté positif, c'est que moi, je pense que d'un point de vue contenu, divertissement, on est au début de l'âge d'or. Je veux dire, c'est cette machine qui s'appelle distribution de contenu n'aura jamais eu besoin d'autant de contenu C'est clair. différent Ouais. et diversifié pour répondre à tous les besoins. Absolument. Ça, moi, je me souviens, là, quand j'étais petit, c'était Canal 10 puis Radio-Canada. That's it. Puis il y avait Télé-Québec, quand on captait bien, c'était pas trop enneigé. That's it. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de réseaux. Fait que ça, c'est génial pour nous. Là où c'est un petit peu moins positif, c'est que les changements qui commencent à s'opérer vont prendre plusieurs années avant qu'on voit des résultats vraiment concrets. Avant qu'un Jack, par exemple, fasse le front page comme étant le producteur le plus en vue, le producteur québécois, et non pas le producteur black, whatever, le producteur québécois, puis que ça soit une revue française, par exemple. C'est ça. C'est pas demain la veille. Mais on est parti pour rendre... Moi, je suis fermement positif là-dessus, optimiste qu'on s'en va vers ça. Fait que c'est une opportunité pour toute personne qui veut entreprendre dans le milieu présentement, en fait. Ouais. Absolument. Moi, qu'est-ce que je trouve comme désolant, c'est vraiment de voir comment les producteurs, les producteurs d'il y a 10, 15 ans sont encore là. C'est encore eux les vedettes. Il n'y a pas eu de personne qui les a remplacés. Je ne vais pas nommer de nom, là, mais tout le monde sait c'est qui produit les émissions de télé, qu'ils ont tout le temps les mêmes contrats. C'est même... Les humoristes aussi, tu le vois aussi. Comme, les humoristes, là, ils vivent comme 20 ans. C'est tout le temps les mêmes. Elle est où la relève du humoriste? Il y en a pas beaucoup là, qui ont réussi. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a un sujet sensible que je vais aborder, c'est par rapport aux subventions qui est données dans le milieu au Québec. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça handicape nos producteurs qui ne sont pas des entrepreneurs plus comme je sais écrire le projet, je l'écris, je l'ai? Moi, je trouve que ça handicape énormément les choses. Je réponds à ma question en même temps, c'est bizarre. je trouve que ça handicape pas mal l'industrie, qui fait que les gens n'innovent pas du tout. Ils n'ont pas de difficulté à se trouver le financement nécessaire pour faire leur projet, parce qu'ils savent déjà c'est quoi la recette. Ils font juste mettre les trucs, puis finalement, ils vont finir par l'avoir. Puis ils n'ont pas de... Je trouve très souvent que les producteurs au Québec ne sont pas nécessairement des entrepreneurs innovants, qui vont aller chercher des idées. Ils attendent que Netflix les frappe en pleine tête pour se dire « Oh, même qu'il y a quelque chose à faire, en fait. » Je ne sais pas, est-ce que j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça, en fait? Bon, c'est sûr que au Québec et au Canada, il y a un système de financement des productions audiovisuelles. On parle de séries télé et cinéma, entre autres, et même web, qui est très fortement subventionné. Donc, ça vient de l'État, ça vient de nos taxes, basically. Exact. C'est sûr que si demain matin, l'État décidait de ne plus du tout injecter de fonds, il y a une industrie qui s'écroule. Je trouve que ce serait... j'ai l'impression que ce serait une bonne idée tout de même, malheureusement. Non, mais pas vraiment, parce que, le Canada n'est pas unique au monde à faire ça, ou le Québec, la France, la Belgique, même les États-Unis ont des programmes de subvention qui proviennent de l'État ou des States, en fait, c'est plus au niveau des États.
là, je peux en parler parce que là, je suis plongé là-dedans. Hein. Là, je fais des demandes de subventions. Puis Et je vois l'effort des institutions à essayer de changer les choses, c'est-à-dire d'avoir des fonds plus spécifiques, des fonds ciblés. Oui, tout à fait. Mais il y a un downside de ça qu'on pourra parler si on a le temps, mais ça, je vois comme, OK, il y a une volonté de changer. Mais la problématique que je vois en ce moment, puis j'essaie de donner le plus de mon temps possible là, après ce 15 ans en pub, d'aider un peu ceux qui démarrent, c'est qu'un jeune qui commence en production et dit « OK, je vais présenter une demande dans un fonds quelconque, à Téléfilm, Fonds des médias, whatever », c'est assez intimidant. D'un point de vue administratif, c'est très lourd. Hein? Il y a des boîtes de prod bien établies, eux, là, ils ont quelqu'un à l'interne qui ne s'occupe que de ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est signer « Merci, bonsoir ». Alors, quand tu commences, et je sens que les fonds qui sont très ciblés essaient d'être le plus simple, mais encore une fois, ça revient à la question d'éducation puis de formation. Ceux qui veulent commencer en production aujourd'hui, qui n'ont aucune idée par où commencer, allez sur les sites des fonds et prenez toutes ces sessions de formation possibles et inimaginables parce que c'est un langage assez complexe des fois, très administratif, et ça commence là. Mais il y a aussi des compagnies qui aident tout à fait. À remplir ces documents-là. Il y a des banques qui sont spécialisées pour le financement intérimaire. Puis, c'est des clics. OK, je vais te donner un exemple. Si tu fais affaire avec un diffuseur, le diffuseur a l'habitude à travailler avec certaines boîtes de production, avec certaines compagnies d'assurance, avec certaines banques. Puis si toi, tu amènes une banque différente, ils vont être comme c'est qui cette banque-là? Non, parce que moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivé avec une nouvelle compagnie d'assurance. Puis c'est une compagnie d'assurance connue, mais ça fait peut-être 2 ans qu'ils ont leur département qui font entertainment. OK? Puis là, ils sont comme, mais c'est qui cette compagnie-là? D'habitude, on fait affaire avec compagnie X, Y. Pourquoi tu n'es pas allé chercher? Mais non, mais écoute, c'est les mêmes assurances, c'est correct. Là, il faut envoyer un paquet d'autres documents. C'est que les diffuseurs sont habitués à travailler avec, tu comprends, avec leur personne. Puis si tu ne connais pas ces personnes-là, si tu n'as pas établi des liens avec ces personnes-là, si tu name drop pas ces personnes-là, tu vas avoir de la misère. Tu comprends? Fait qu'il faut connaître. Moi, j'ai été chanceux parce que j'avais des anciens bureaux qui n'étaient pas loin d'ici. Puis... écoute, j'ai pris les anciens bureaux de Charles Wayon, qui était pour ceux qui ne connaissent pas. Je connais pas. C'est un OG, il était directeur de Radio-Canada dans les années, je pense, 90. Oui, 90, oui. Oui, pendant plusieurs années. Puis, moi, je l'ai rencontré dans l'ascenseur. J'ai pris ses anciens bureaux. Puis, je l'ai appelé. J'ai dit, c'est qui ton comptable de production? J'ai besoin d'une compagnie. Ils m'ont référé à les tops, ceux qui travaillent avec Radio-Can, avec Zone 3, ceux qui font vraiment... Est-ce que tu peux donner des noms par rapport aux entreprises qui aident par rapport à la subvention, faire tout le paperasse de... Ben, tu vois, je peux nommer des noms. Il y a, mettons, Gestion RL. Ça, c'est Lucie Poulain. Sauf que ces gens-là, ils sont trop occupés. C'est comme... Même moi, je suis comme... Lucie, est-ce que j'ai mon émission de télé, finalement? Est-ce que tu peux m'aider? Désolé, si la saison est folle avec le COVID, il y avait tellement de productions qui se passaient. Puis après, tu appelles, tu parles à d'autres gens, essaie de trouver un mentor, ils vont te référer à d'autres personnes, mais il faut que tu t'assures que ces autres personnes-là, ils ont travaillé sur des productions, comme là, ma comptable de production, elle avait travaillé avant pour Production J. Je vais aller chercher des gens dans le milieu, parce que moi, j'ai pas fait mes études là-dedans, mais... Toute mon équipe. Je vais juste faire un point par rapport à ça que je trouve que c'est quand même assez important pour du monde qui veulent se lancer. Il y a un besoin là-dedans. Si je comprends bien, c'est quelqu'un du monde de nos communautés qui ont de l'expérience dans l'écriture de projet, en scénarisation, pour budgéter le projet en tant que tel et tout ça. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute va se dire, écoute, il y a une opportunité à créer une boîte qui fait que ça. Écrire les projets pour pouvoir les envoyer les demandes de subvention.
peut-être pas créer l'aspect créatif d'un projet, parce qu'un projet déposé, il y a le volet créatif, il y a le volet administratif, puis il y a le volet financier. Mais certainement, le volet administratif et financier, s'il y en a qui veulent se spécialiser, se lancer là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent déjà à le faire, mais ils ne créent pas leur entreprise. En créant une entreprise, c'est aussi donner une expertise aussi, en quelque sorte. Il faut... D'accord, c'est très important. Ce serait bien d'avoir une entreprise black ou diverse. Il faut connaître quand même, là, parce que s'il y a plusieurs fonds, les rouages, les crédits d'impôt, il y a de la fiscalité du légal. À chaque mois, ça peut changer. Peut-être pas, mais il y a toujours des petits ajustements. Parce que dans le monde entrepreneurial, ça existe déjà. Si tu as besoin de faire ton plan d'affaires, je connais quelqu'un, je te réfère, puis c'est fait, tu vois. Mais c'est comme la technologie, je veux dire, quand tu codes une application ou le web, etc., ça change tout le temps. Donc, il faut tout le temps être à jour, il faut lire. Mais c'est vrai ce qu'il a dit ici, il y a une petite entreprise ou un département qui s'occupe que de ça, ça va faciliter les choses. Ça peut être intéressant. Sauf qu'il faut qu'il soit connu par les diffuseurs. Ouais. Puis ceux qui veulent se lancer un petit peu plus en production, il y en a qui écoutent et qui disent « Ouais, mais moi, je veux vraiment partir ma boîte. » Puis moi, je dis toujours... Il y a 3 choses qui sont super importantes quand on veut se lancer dans cette aventure. Bon, premièrement, si on veut dire comment se donner le maximum de chances financières, il faut être propriétaire de la propriété intellectuelle. Ça, on n'en parle pas, là, mais... Non, mais ça, c'est... Il y aura un épisode dédié juste la propriété intellectuelle. Tellement que c'est important. Ce sont tes projets et tu as la propriété intellectuelle. Et après ça, il faut bien comprendre la notion du public. Hein? C'est pas... Des fois, j'entends des gens, puis je comprends là, certaines frustrations et tout, mais c'est pas parce qu'il y a un manque de diversité à la télévision québécoise, par exemple, que si j'arrive avec un projet avec beaucoup de diversité, ça va être écouté. Voilà. Ouais. Donc, il y a cette notion... Oui, puis il y a l'évolution. Mais en même temps, dans les années 80, il y a quelqu'un qui se promenait avec un show entre les mains puis aux États-Unis, puis qui poussait, puis que les diffuseurs ont dit, notre démographie black n'est pas si importante pour qu'on puisse supporter ce show-là. Bon, celui qui est derrière est tombé en disgrâce, malheureusement, mais son show était quand même bon. C'était le Cosby Show. Il y a 3 diffuseurs des Major 4 là, qui ont dit non à ce projet-là. C'est parce qu'il faut comprendre aussi comment les diffuseurs se font payer. Ça va avec la pub, exactement. Puis ça, c'est quelque chose que je connais quand même un peu. Donc, des fois, j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, ce projet-là, je vais aller pitcher à tel diffuseur, puis si ça ne marche pas, je vais aller le diffuser à un autre diffuseur. » Moi, quand j'entends ça, je me dis « OK, toi, tu ne connais pas le public de ton client. » Ça, c'est la deuxième notion. Les diffuseurs, ce sont des clients. Ils ont des quotas, ils ont tout ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut juste prendre en considération le public, le client, la question du IP et la qualité de l'histoire. Parce et ça, là, thank God, quand c'est une bonne histoire, ça peut avoir des jambes, puis ça peut aller très, 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 très loin. Et cette bonne histoire-là, si elle trouve le bon client, diffuseur, avec le bon public, et que vous êtes propriétaire de la propriété intellectuelle, beaucoup de choses sont permis là, de rêver. Là, on peut penser à, si ça plaît au public, le public va faire de la pression sur le client pour avoir une saison 2. Exact. Si ça plaît au public, la publicité... Si ça plaît au client, lui va avoir des revenus qui vont venir de la publicité. Et si l'histoire elle est bonne et que je détiens des droits là-dessus, peut-être que je peux l'exporter ou en faire d'autres versions, etc. C'est comme en France, là, une série qui s'appelle Validé, qui parle un peu de tout ce qui est le rap, la musique. Ils ont fait la première saison. C'est une série indépendante. Puis là, ça se retrouve même au Québec. Ouais, j'ai vu un peu. C'est incroyable. Lupin. C'est des formats. Lupin. Ils l'ont fait avec qui? C'est Kevin Hart? Yes. Ouais, OK. Donc c'est vraiment... Puis je trouve que moi, je suis plus du côté de la France. J'ai un peu la chance d'avoir le côté France et Québec. Bien ça. Je ne mentirais pas que je ne regarde pas tant la télé québécoise, la télé en général que ça qui est du Québec. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu en France ce qui se passe, là, justement, il y a beaucoup plus de diversité, puis ça commence vraiment à s'exporter. Donc, je pense qu'eux, ils ont trouvé un peu le modèle. Puis si on
on essaie d'avoir des similitudes, ça peut bien fonctionner. Quoi. Oui, et ils ont aussi, tu sais, je pense à la série 10%, que j'ai adoré. Point de vue diversité, c'était pas génial non plus, tu sais, mais tu vois que, bon, ça avance, mais je pense que Lupin, c'est un super bon exemple, comme quoi, je me souviens, parce que j'ai pitché un show à un diffuseur il n'y a pas longtemps, puis c'était basé sur une œuvre classique, puis il était comme, il n'était pas certain, je dis, ouais, t'as raison, dans le fond, revisiter une œuvre classique en l'amenant dans un contexte contemporain avec un acteur noir, comme lead, ça fonctionnera pas, par exemple, comme Lupin, tu sais. Fait, ouais, OK, je comprends ton point. c'est très drôle. Mais en fait, dans le fond, grosso modo, ce qu'on pourrait dire de notre conversation d'aujourd'hui, c'est l'éducation, le réseau. Et c'est quoi l'autre point encore? On en a parlé, je crois. Ben, se poser la question, est-ce que je vais être du côté artisan ou entrepreneurial? Ouais, Ça, pour moi, là, c'est la journée que j'ai compris, je me souviens, je pense qu'il était 2h du matin. Il était... Ça va, Jack? Tu veux quelque chose à boire? Bois. La journée que... Oh, ça, c'est pas fini, là. C'est pas fini. Sortez-le! La journée que j'ai compris... que tes budgets qui était 2h du matin. Je peux pas dire que les budgets étaient meilleurs que mes scénarios, mais j'avais beaucoup plus de plaisir. Puis je sentais que j'apportais plus à la production en faisant des bons budgets, des bons échéanciers, etc., que le scénario. Alors, c'était moi qui étais réalisateur et producteur. Je suis super content d'avoir eu ce moment-là parce que je ne suis pas un producteur frustré, parce que ça existe. Ça, c'est les pires. Mais je suis un producteur qui est hyper sensible à la création. Donc, se poser cette question-là tôt, je pense que c'est bien. Puis j'aimerais aussi rajouter ne pas avoir peur d'engager des personnes qui sont meilleures que nous. Ah, ben dans le sens, c'est que moi, ma philosophie, c'est vraiment Clé ça. du succès. Je veux dire, je veux créer une boîte de prod, je veux aussi être producteur. J'étudie justement pour comprendre la caméra, le lighting, le son, mais ça ne veut pas dire que je vais être le meilleur. Par contre, ce que je sais, c'est que vu que j'aurai les connaissances, je vais pouvoir engager des meilleurs caméramans, des meilleures personnes qui font le son, des meilleurs preneurs de son, qui sont beaucoup plus forts que moi, mais ça ne dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des fois de mettre des personnes qui sont plus fortes qu'eux. Mais ça, c'est la clé de la réussite. Quand on regarde toutes les entreprises qui ont bien réussi, entouré, quoi. Ben oui. c'est toujours des personnes qui sont beaucoup plus fortes qu'eux. Je prends l'exemple simple de Facebook. Mark Zuckerberg, c'était pas le meilleur codeur. Non. C'était Justin qui était là, qui était beaucoup plus fort que lui. Puis ça n'a pas dérangé aujourd'hui. Quand on regarde Facebook, c'est ça que je voulais rajouter. Non, c'est pas bon point. Excusez-moi. Moi, je pense que c'est ça. Écoute, faut vraiment que tu sois drivé par une passion puis une volonté de vouloir créer. Puis, il faut que ce soit plus fort que toi, tu sais. Les heures que je mets, c'est énorme. Les heures aussi que Richard met, c'est des heures énormes. Fait que c'est pas un 9 à 5. C'est un lifestyle. C'est vraiment un style de vie. Puis il faut vraiment que ce soit comme ça que ta femme... Je pense que c'est sorti. que ta femme, ta famille, que tout le monde comprenne que... Excuse-moi, je vais répéter ça, là. Pas de problème. Que tout le monde comprenne que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'heures, puis il faut que tout le monde s'adapte avec ces nouvelles horaires-là, parce que c'est un peu fou. Quand tu es passionné par quelque chose, quand tu parles de Mark Zuckerberg, Elon Musk, ces gens-là, ils font comme presque 20 heures par jour, là, tu sais. Ils sont constamment en train de travailler, puis c'est un peu comme ça pour... quand tu as une idée, il faut vraiment que tu sois comme constamment en immersion, puis un peu... accro de ton idée, addicted to it. Sinon, tu vas... Je vais juste faire un petit point sur ce que tu dis. Puis le constamment en train de travailler, ça ne veut pas nécessairement dire tout constamment en train de coder des choses comme ça. Lire un article par rapport à ce que tu fais, tu travailles aussi parce que tu le lis différemment. Méditer, exactement, tu le lis différemment de si que tu sais, comme tu étais juste un particulier qui le lisait, tu vois. Fait qu'il y a parce que moi, en tant qu'entrepreneur, écoute, mon cerveau roule tout le temps, puis des fois, j'arrive pas à dormir parce que j'arrive pas à penser à ça va être quoi mes prochains moves, tu vois. Fait que, tu sais, tout ça, c'est du moment de travail qu'on n'est pas payé pour. C'est ça. Mais on travaille tout de même, puis ça a un impact sur les gens qui nous entourent. Puis je crois que dans le milieu, pour revenir sur le milieu du cinéma et tout ça, on a notre place au Québec. Ouais, c'est clair. On doit le prendre soit en tant que... mais on n'a pas parlé du futur. Excuse-moi d'être coupé. Let's go, pas de problème. On n'a pas parlé du futur, on a parlé de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est
les diffuseurs, la télévision traditionnelle. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Netflix. Mhm. Le futur de ça va quelque part d'autre. Puis, Et à ton avis, ça va être quoi? ben, il a parlé de ownership. Exact. Ben, il y a un nouveau style de ownership qui s'en vient, qui est les NFTs. Puis il y a des films qui vont être vendus à travers des NFTs où il va y avoir des combinaisons de... Tu veux le NFT? Ouais, c'est ça. Exact. Il va y avoir des combinaisons... Non, mais tu veux l'expliquer? OK, oui. Oh, oui, bien sûr. Désolé, Excuse-moi, pour moi, on comprend déjà, on est comme, OK, c'est cool. On est en informatique, on se comprend. NFT, c'est un non-fungible token. Ça veut vraiment dire que tu peux vendre des... je vais le dire en anglais un petit peu, des digital assets sur le blockchain. Fait que tout le monde connaît le blockchain avec le Bitcoin. Bitcoin, c'est comme une forme de currency. C'est comme une genre de devise monétaire. Tu peux échanger avec quelqu'un, c'est comme de l'argent. Mais sur le blockchain, tu peux avoir des smart contracts, des contrats intelligents qui te permettent de faire transitionner d'autres choses que de transitionner de l'argent. Dont des MP3, des images, Des ownership. des ownership. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on on peut vraiment suivre de A à Z. C'est ça. Fait que je vais donner un exemple pour les gens qui comprennent vraiment rien. C'est quoi le blockchain? Le blockchain, c'est une manière de valider que tu as l'original de quelque chose. Puis c'est validé avec plusieurs autres ordinateurs. Yes. Et puis, c'est comme si tu passais au notaire. Fait que quand tu passes au notaires, on notaire, doit c'est faire attention, officiel là. que c'est à toi la maison. Ouais. Sauf que le notaire, c'est tous les ordinateurs qui ont le petit programme pour miner. That's it. OK? Fait que dans le fond, quand tu crées du contenu, comme, mettons, un film, ma série, whatever, ben, qu'est-ce qui dit que c'est à moi? Ben, c'est le contrat que j'ai avec TV5, par exemple, puis le contrat que j'ai avec les offices de propriété intellectuelle. Mais maintenant, ça peut être le blockchain. Fait que tu peux décider de vendre ton film à travers le blockchain, puis tu peux avoir des copies qui vont être vendues, puis la valeur de ton collectible, ton NFT, peut augmenter dans le temps. Fait que je donne un exemple. Si, admettons, Walt Disney décide de sortir le nouveau Spider-Man, mais ils ne sortent pas au Guzzo. Ah ben écoute, je vais péter une coche, man. Mais ils vont le sortir au Guzzo, puis ils vont dire, on va vendre des NFTs aussi associés, où est-ce que tu peux avoir un des costumes de Spider-Man, puis tu pourras l'utiliser dans le Metaverse. Ben là, ça va peut-être augmenter les ventes, justement, au Guzzo, au cinéma. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est une autre stratégie d'amener des gens au cinéma en vendant des NFTs, où est-ce que toi, tu vas avoir l'original du costume de Spider-Man, puis il y en a juste 10 000 à travers le monde. Ouais. Ce que Booba a fait récemment, l'artiste Booba de rap, il a vendu son clip sur le NFT, justement, puis il y avait juste 5 000, puis c'est parti. Mais là, la valeur... La valeur augmente. Exact. Mais ça, j'adore entendre ça parce que une des choses que... Si j'avais plus de temps, là, je travaillerais beaucoup à essayer de changer les structures financières canadiennes pour l'industrie du divertissement comme la télé ou le cinéma, pour accepter que ces argents du privé viennent compléter les structures financières et sans porter préjudice, là, je ne veux pas rentrer dans des technicalités, à des crédits d'impôt ou des choses comme ça. Et ça, moi, quand j'étais chez Sidley, je le croyais dur comme fer et depuis que je suis parti du monde de la pub, j'y crois encore plus. Beaucoup de marques, mais là, on parle aussi d'individus, On en a parlé, sont prêts à mettre beaucoup d'argent, pas pour contrôler le contenu, juste pour avoir une partie de propriété du contenu. Et ça, là, pour moi, là, c'est l'Eldorado. Ça, j'y crois à 100% également. Ça se fait très bien aux États-Unis, mais il y a beaucoup de difficultés encore ici. Ouais. Mais je pense que c'est encore une autre opportunité dans le milieu, en fait. Tout à fait. Qu'on est capable d'aller chercher. Quoi. Ouais. Il y a une autre chose que je veux parler. Je pense pas que les auditeurs, je pense pas que tout le monde sait c'est quoi des crédits d'impôt aussi. Parce que moi, je savais pas vraiment c'était quoi il y a 2 ans. Fait que juste pour expliquer c'est quoi les crédits d'impôt, est-ce que vous savez un petit peu? Ouais, je sais c'est quoi, ouais. OK, fait que les crédits d'impôt, c'est comme une structure financière qui vont faire en sorte que moi, je fais mon émission de télévision, mais je mets aucun sou de ma poche. OK? Fait que la part producteur, quand tu es un producteur, tu essaies de la mettre à zéro le plus possible. Comme ça, c'est comme si tu pars une compagnie, mais tu vas chercher tout du financement de l'extérieur. Fait que les crédits d'impôt, tu en as au gouvernement canadien, puis tu en as aussi au provincial. Les crédits d'impôt, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'après ton année fiscale, tu vas recevoir un remboursement sur le B+C qui est... Les salaires versés. C'est ça, c'est les salaires versés. Fait que quand tu fais une production, ben, tu vas aller chercher des gens de l'Actis, des techniciens, tous les salaires, il y a un pourcentage qui peut être
remboursé à la fin de ton année fiscale, un an après que tu as fait ta production. Comme ça, ta production se fait rembourser. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin des banques pour avoir un financement intérimaire. Parce que dans le fond, quand tu fais de la production de télé, ben c'est un prêt que tu demandes à la banque. Ouais. Puis à chaque fois que tu livres un épisode, 2 épisodes, ben le diffuseur, il va te donner un chèque. Il va te donner, OK, je te donne tant, je te donne tant. Mais à la fin, ton film, tu vas avoir 0. Mais la manière que tu vas faire ton... Qu'est-ce que tu veux dire tu vas avoir 0? Parce que là... Si admettons, tu as tout livré, Ouais. ben, normalement, en tant que producteur, il faut que tu attendes d'avoir ton crédit d'impôt pour avoir ton cachet de producteur. OK, je vois, je comprends. En tant que si tu es producteur et réalisateur, ben, tu te fais payer comme réalisateur. Tu as ton salaire producteur, chaque semaine ou chaque 2 semaines, tout dépendant comment tu décides de le faire. Mais en tant que producteur, tu vas te faire payer dans un an quand tu vas avoir les crédits d'impôt. Fait que ça, c'est super important que les gens ils connaissent la machine de comment ça fonctionne derrière, parce qu'il n'y a personne qui va te l'expliquer. Un peu comme la musique, la SACEM. Les rappeurs, ils sortent leur album et tout, puis c'est à bout d'1 an qu'ils ont les retours de la SACEM, et là, qu'ils commencent à toucher tous leurs royalties. Exact. C'est le même principe. Ouais, Exact, c'est le même principe. Tu les vois, leurs premières vidéos, ils ont déjà toute l'or et tout, mais ça, c'est tout. Je pense que raison pour laquelle les marques, c'est important aussi, je crois. Comment tu dis? Je pense que raison pour laquelle que les marques sont importantes, en ce sens, ça permet d'avoir du cash flow nécessaire aussi pour se permettre de vivre ce 1 an-là, en attendant d'attendre le crédit d'impôt. Admettons, avec les rappeurs, ils se font payer aussi beaucoup par les marques. Fait que dans le temps, ils n'ont pas nécessairement à attendre d'avoir les crédits de leur musique pour pouvoir y vivre, mais les producteurs aussi. Je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a pas mal de choses qui devraient être faites par rapport à ça pour pouvoir simplifier un peu la vie des producteurs, puis peut-être de là, ils vont innover, je ne sais pas. Ben, c'est parce que quand on parle de financement de l'État ou du gouvernement, c'est une tarte. Hein? Ouais. Et la tarte, malheureusement, n'agrandit pas. Puis on parlait de cette quantité effrayante ou effarante de points de distribution avec les streamers et autres types de plateformes. Donc, beaucoup plus de gens deviennent producteurs, mais la tarte ne grandit pas. Non, c'est ça. Donc, il faut trouver une façon d'aller chercher de l'argent. Moi, je dis tout le temps « follow the money ». Et ça, c'est ça qui va... Moi, je pense qu'à un moment donné, les règlements des gouvernements sur le financement vont évoluer. Je pense que ça va aider. C'est parfait, c'est parfait. Ben, écoute, les gars, je vous remercie énormément d'avoir pris votre temps pour en parler aujourd'hui avec nous. Puis je crois que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, en fait, ils vont apprendre énormément. Puis en fait, j'aimerais savoir c'est où admettons Richard, c'est où qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux si un jeune a besoin ou quelqu'un a besoin de formations. LinkedIn. Je suis de la vieille école. À date, tout le monde a dit LinkedIn. Hein, ah oui, c'est bon. Okay. Non, mais je ne suis pas du tout actif sur Instagram. J'ai un compte, mais je ne suis pas vraiment actif. Mais sur LinkedIn, c'est la meilleure façon de me contacter. Ouais. Excellent. Je pense que c'est la même chose aussi. LinkedIn, Jack Lafortune. Un petit peu sur les médias sociaux, Instagram. Vous pouvez aller voir JedLab ou jedlab.com. Mais LinkedIn aussi. Excellent, excellent. Anthony? Ouais, ben, Instagram, Anthony. On voit la différence générationnelle. Je suis un gars d'IG, donc Instagram, Anthony Omenia Space sur Instagram. Mais je suis aussi sur LinkedIn. Mais je suis un peu plus actif sur Instagram. C'est ça. Cool. C'est parfait. Ben, écoute, les gars, merci encore. Puis, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.